Mes chers amis, je vous salue. Bienvenue à la présente vidéoconférence Facebook consacrée à ce que j'appelle la halte, l'arrêt qui doit être mis à la dérive dictatoriale aujourd'hui en cours en Côte d'Ivoire et la nécessité que dans ce pays s'installe résolument l'état de droit. Avant toute chose, je commence par présenter à chacune d'entre vous mes vœux les meilleurs pour l'année 2019. Je souhaite que dans vos vies personnelles, dans celles de vos familles, dans votre entourage, la santé, la joie et la réussite soient les maîtres mots. Qui que vous soyez, où que vous soyez, à quelque pays que vous apparteniez, à quelque religion que vous apparteniez, à quelque idéologie politique que vous apparteniez, je vous souhaite, je nous souhaite la meilleure année 2019 possible. Je pense qu'en ce début d'année 2019, notre responsabilité est encore plus lourde qu'en 2018, lorsque nous avions à parler de la marche des choses de ce monde, et notamment de l'évolution des sociétés fragiles, encore très fragiles, du continent natal de l'homme, le continent africain. C'est donc avec un effort de précision, de modération, d'argumentation et de démonstration à renforcer que je m'adresse aujourd'hui à chacune et à chacun d'entre vous. Vous êtes à présent pratiquement une centaine à avoir rejoint la présente conversation. Vous savez que j'ai pris l'habitude de saluer tous ceux qui, depuis les villes, campagnes, campements de Côte d'Ivoire, suivent mes vidéoconférences. J'adresse les mêmes salutations à tous ceux qui, à travers tous les pays africains, considèrent que les analyses, les contributions, qui peuvent être les miennes pour éclairer à ma façon, du mieux que je peux, les enjeux de notre époque sont les bienvenus, et je m'adresse ici aux diasporas africaines de France, d'Europe en général, d'Amérique du Nord, d'Asie, dont je sais évidemment qu'elles sont de plus en plus nombreuses à nous suivre. Vous comprendrez qu'en raison du nombre que vous êtes à présent à être connectés et des nécessités d'aller au fond du sujet qui nous rassemble ce soir, je ne puisse nommément vous adresser à chacun mon bonsoir et mes vœux de bonne année. Mais considérez cette main tendue, considérez ces deux mains jointes comme une main tendue et deux mains jointes qui s'adressent à chacun d'entre vous et qui vous dit vraiment mon désir ardent de vous voir heureux, de nous voir tous heureux, malgré les vicissitudes du monde. Je voudrais énoncer à présent le plan que suivra mon exposé de ce soir. Vous le savez, c'est une habitude de préciser le chemin par lequel je vais passer pendant cet exposé. Je commencerai par ce que j'appelle un moment de philosophie proverbiale africaine. On va un peu parler de sagesse africaine à partir de proverbes africains. Je reprendrai deux proverbes africains très puissants qui ont été mobilisés lors d'une visite d'un grain dans le nord de la Côte d'Ivoire par le leader de ma génération politique africaine, Guillaume Kik-Bafori Soro. J'en donnerai une analyse qui sera une projection philosophique. Pour nous intellectuels africains, à travers le monde,
Utiliser les langues étrangères, lorsque nous avons à réfléchir, paraît toujours la preuve que nous sommes cultivés. Mais il me semble qu'on ne peut pas paraître véritablement cultivé, ni être véritablement cultivé, si l'on n'a pas montré qu'on a ce désir de circuler dans les langues natives de l'Afrique, dans les langues nationales de l'Afrique, et de les promouvoir. Je fais partie de ces intellectuels qui sont très attentifs aux langues africaines, qui en parlent eux-mêmes une ou deux, en tout cas une parfaitement et une deuxième un peu moins parfaitement, et qui s'efforcent d'en découvrir et d'en comprendre le maximum. J'ai entrepris depuis 5 années, par exemple, depuis que j'enseigne alternativement à l'Université catholique du Mali, d'apprendre le bambara. Et vous savez, le bambara, le malinké sont des langues absolument voisines. Elle me prépare donc à dire que j'aurai un premier moment consacré à analyser 2 proverbes très phares qui ont été utilisés il y a quelques jours, mais qui méritent d'être pensés. Le deuxième moment sera consacré à définir rapidement ce que c'est qu'une dictature. Quand je dis qu'il y a dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire, je donnerai la définition de ce que c'est qu'une dictature. Et ensuite, je vais, dans un troisième moment, mobiliser les faits qui rentrent dans la définition. Vous comprenez? Je vais mobiliser les faits qui rentrent dans la définition et qui permettent de dire que la situation ivoirienne actuelle est caractéristique d'une dérive dictatoriale. Et puis, dans un quatrième moment, je m'efforcerai d'indiquer comment je pense que la Côte d'Ivoire, ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, cette terre dont je suis devenu, par la force de l'histoire et de la passion et de l'amour, un citoyen. Comment je pense que cette terre peut s'élancer en cette année 2019 vers l'année cruciale 2020 dans la paix, dans la cordialité, dans l'entente et notamment, bien sûr, dans la justice et la prospérité. Ce sont donc les 4 moments de l'exposé que je vous propose ce soir. Un premier moment consacré à une réflexion à partir de proverbes africains très puissants. Un deuxième moment consacré à définir brièvement ce que c'est qu'une dictature, pour que tout le monde soit d'accord. Ce ne sont pas des mots qu'on utilise en vain, c'est des mots qui ont un contenu. Et c'est grâce à ce contenu qu'on va aller vérifier les faits. Des faits dont je vais donner les noms et les dates. Ce qui vous permettra de faire entrer ces faits à l'intérieur du concept que je me serai efforcé de mettre à votre disposition dans la deuxième partie de ma conférence. Et enfin, dans la troisième partie de ma conférence, j'indiquerai comment, d'un point de vue prospectif, comment je pense que la Côte d'Ivoire peut envisager une sortie de l'imbroglio, de l'impasse démocratique et antidémocratique dans laquelle elle est malheureusement en train d'être plongée par la volonté de certains de ses acteurs politiques. Malheureusement. Chers amis, vous êtes à présent 300 personnes à être connectées. Et si ce programme de conférence vous convient parfaitement, je vous remercie d'ores et déjà de bien vouloir partager sur vos réseaux l'exposé qui commence maintenant, afin que nul n'en ignore et qu'évidemment le débat démocratique en Côte d'Ivoire, en Afrique, à travers le monde, soit nourri par notre contribution, la vôtre, la mienne. D'abord, je ne pourrais pas commencer cette conférence sans justement ce moment de philosophie proverbiale, la philosophie à partir des proverbes. Ko sa doroni, ko lebe koro. Ko sa doroni, ko lebe koro. C'est le serpent caché qui grandit assez pour devenir fort. Tel est le premier proverbe, servi par le leader générationnel Guillaume Kigbafori Soro dans un grain, un regroupement convivial au soir, au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a un deuxième proverbe qui m'intéresse beaucoup et qui dit « Ni chokoroba, na yelela fieka, ko abeke barayede, ni fietira, abeke maloya koe, ni fie machi, abeke maloya koe. » Ce deuxième proverbe dit « Si un vieillard monte sur une calebasse et la casse, on se moquera de lui. »
Mais s'il monte sur une calebasse et ne la casse pas, on se moquera encore de lui. Vous voyez, cela fait deux hontes. Et puis, il y a un troisième proverbe qui m'a énormément plu et sur lequel ma spéculation philosophique s'est déployée. Guillaume Soro dit « Morobe, morobe, te chokorobai. Morobe te chokorobai. » Traduction, tout le monde ne peut pas être vieillard. Chers amis, permettez aux philosophes universitaires que je suis de travailler un peu sur ces trois propositions pour en décrypter et en montrer la signification en Côte d'Ivoire aujourd'hui et pour l'Afrique en général, plus largement pour l'humanité. Le premier proverbe dit que c'est le serpent caché qui grandit assez pour devenir fort. Ce qu'il veut dire, c'est que les grandes œuvres ne se font pas en faisant beaucoup de bruit. Ce qui dure, ce qui fait la grandeur de l'homme, ce qui fait la grandeur de la société, ce qui fait la grandeur de la collectivité doit être fait avec un esprit de désintéressement, avec un esprit de rassemblement, non pas avec un esprit de vantardise, non pas avec un esprit d'orgueil, de vanité, non pas avec la demande du culte de notre personnalité. Ce que nous avons à faire de grand pour notre époque, nous devons le faire comme si, en réalité, ce que nous faisons n'avait même pas à nous bénéficier nous-mêmes. Nous devons agir en pensant non pas seulement à ceux du passé qui ont agi pour que le monde soit, mais nous devons également agir pour ceux qui viendront après. C'est cette vision de la transmission du sens, la transmission du bien commun, qui anime les grands hommes d'État. Les grands hommes d'État sont comme ce serpent caché qui grandit assez pour devenir fort. Ils agissent en profondeur et non pas dans la superficie des choses. Ils n'agissent pas pour épater. Ils n'agissent pas pour qu'on ne parle que d'eux. Ils n'agissent pas pour devenir des idoles, pour être idolâtrés. Ils agissent pour transmettre le meilleur de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont reçu aux générations futures. Et c'est d'ailleurs cela, une bonne maman ou un bon chef de famille. Tout ce qu'il fait a pour but de faire que les souffrances qu'il a vécues, ses enfants, ses descendants ne les vivent point. Transmettre un monde meilleur. Le deuxième proverbe, mobilisé par le président Guillaume Kigbafori Soro dans un grain, dans Affaire Kessédougou, dit que si un vieillard monte sur une calebasse et la casse, on se moquera de lui, mais s'il monte sur une calebasse et ne la casse pas, on se moquera encore de lui. Comment j'interprète ce proverbe? Je l'interprète de la manière suivante. Le vieillard du proverbe, c'est l'homme d'État ou la femme d'État, celui qui a la responsabilité de la collectivité. Quand nous avons à prendre la responsabilité d'une collectivité, nous sommes dans la posture du vieillard, de celui qui est le dépositaire de la sagesse, le dépositaire de la tradition. Le proverbe continue en disant « S'il monte sur une calebasse et la casse, on se moquera de lui. » Mais qu'est-ce que c'est que la calebasse? Dans ce proverbe, la calebasse, c'est le pays. La calebasse, c'est la nation. La calebasse, c'est le peuple. La calebasse, c'est l'humanité. Si nous pouvons donc traduire le proverbe, il dit ceci. Un homme d'État qui utilise toute son intelligence pour diviser son propre peuple, tromper son propre peuple, exploiter son propre peuple, terroriser son propre peuple. Un tel homme d'État, c'est comme un vieillard qui monte sur une calebasse. La calebasse, je le répète, c'est le pays, c'est la nation, c'est la communauté humaine, c'est l'humanité. Alors que le vieillard, c'est l'homme d'État ou la femme d'État. Mais le proverbe continue, chers amis. Il nous dit, mais s'il monte sur une calebasse et ne la casse pas, on se moquera encore de lui. Si nous traduisons bien, l'homme d'État qui essaye de diviser son pays, qui essaye d'écraser son pays, qui essaye d'exploiter son pays, et qui finalement retourne le peuple de son propre pays contre lui-même, obtient le contraire de ce qu'il voulait. C'est qu'il se fait encore la risée de tout le monde. Il se livre lui-même au ridicule.
et il sortira de l'histoire par la petite porte. Si vous avez bien compris, ce proverbe dit que l'homme d'État qui joue à diviser, écraser, dominer, exploiter, confisquer son pays est comme ce vieillard qui monte sur une calebasse. Mais l'homme d'État qui ne réussit pas finalement à diviser, à écraser, à exploiter définitivement et à jamais son pays parce que son peuple finit par se retourner contre lui, eh bien, il est le vieillard qui n'a pas réussi à casser la calebasse et dont tout le monde se moque. Et voilà pourquoi le président Guillaume Soro peut conclure par un troisième proverbe puissant en disant que tout le monde ne peut pas être vieillard. Tout le monde ne peut pas être vieillard, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous pouvez avoir 90 ans et avoir l'intelligence d'un enfant de 10 ans. La sagesse, ce n'est pas simplement une affaire du nombre d'années. La sagesse naît des leçons tirées de l'expérience. Vous ne devenez pas sage simplement parce que vous avez 100 ans, ou 80 ans, ou 75 ans, ou 60 ans, ou 50 ans, ou 40 ans. Vous devenez sage lorsque vous êtes capable de tirer des leçons de ce qui vous arrive en bien comme en mal. Lorsque Guillaume Soro dit « Okoson, morobe te chokorobae, morobe te chokorobae », il veut dire que la sagesse est l'obligation de l'homme d'État, quel que soit son âge. La sagesse est l'obligation de l'homme d'État, quel que soit son âge. Qu'il ait 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70, 80, 90 ou 100, l'homme d'État doit être un sage. C'est-à-dire quelqu'un qui pose pour son pays les gestes de celui qui protège la calebasse et qui transmet la calebasse. Chers amis, ces trois proverbes m'ont paru tellement profonds que je considère qu'ils nous donnent cette sagesse profonde africaine avec laquelle nous allons maintenant aborder la deuxième partie de notre conférence. J'ai dit que dans la deuxième partie de cette conférence, je vous proposerai une définition de ce que c'est précisément que la dictature. Chacun d'entre vous pourra vérifier dans les dictionnaires de langue, dans les dictionnaires de sciences politiques, dans les dictionnaires de sociologie politique, ce que c'est qu'une dictature. Globalement, le mot dictature, en fait, il dérive de la langue latine, dictare, et il désigne, dans l'Antiquité romaine, très lointaine, une magistrature extraordinaire, tellement élevée à l'époque de la Rome antique, qu'à sa tête, il y avait un homme, le dictator perpetus, qui décidait à la place de tous, et qui imposait sa volonté par des dictates, ce qu'on appelle des dictates. Ça, c'est la dictature définie selon l'Antiquité. Magistrature à la tête de laquelle il y a un homme qui impose ses dictates au peuple des citoyens. Mais aujourd'hui, on définit la dictature comme un régime politique caractérisé par la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti ou d'une classe, une classe sociale. Donc c'est un régime politique dans lequel ce qu'on constate, c'est que tous les pouvoirs sont progressivement concentrés entre les mains d'un seul individu, d'un seul clan, d'un seul groupe d'hommes. Et l'écrasante majorité de la population étant amenée à subir leurs décisions, lesquelles décisions sont prises de force et par leur propre gré. Le mot dictature a quelques mots qui sont équivalents à lui. Ce sont les mots absolutisme, autocratie, autoritarisme, totalitarisme. Excusez-moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui m'a donné l'habitude de bien expliquer les choses. On dit que la répétition est pédagogique. Très clairement, dans une dictature, on a affaire en réalité à des hommes ou à des femmes d'État. En tout cas, on a affaire à un pouvoir qui s'amuse à monter sur la calebasse et même parfois à casser la calebasse. La dictature africaine, c'est le régime politique dans lequel les dirigeants montent sur la calebasse et cassent la calebasse.
Certains montent sur la calebasse et ne réussissent pas à la casser, mais beaucoup montent sur la calebasse et la cassent. Telle est une définition symbolique de la dictature africaine. Si le vieillard, c'est l'homme d'État, et la calebasse, c'est la nation, tout pays dans lequel vous voyez un homme politique, un chef d'État, prendre de manière unilatérale des décisions qui s'imposent par la force, la violence, la ruse et le mensonge à tous ses compatriotes, ce pays-là rentre dans la notion de dictature. C'était le deuxième moment de notre exposé. La définition de la dictature, régime politique dans lequel tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne ou d'un seul clan ou d'un seul groupe au détriment de la majorité de la population. Chers amis, si jusqu'ici nous sommes d'accord, nous pouvons donc passer à la troisième partie de la présente conférence. Vous êtes à présent 450 connectés en direct de cette conférence. Je vous invite à bien vouloir la partager afin que la discussion qu'elle va susciter soit élargie et que cette discussion soit enrichissante. Troisième moment de la conférence. Pourquoi disons-nous donc que le régime du RHDP-RDR actuellement au pouvoir est en pleine dérive dictatoriale? Pourquoi nous le disons? Pourquoi disons-nous que la réalité que vit aujourd'hui la Côte d'Ivoire entre complètement à l'intérieur du concept de dictature que nous venons de définir avec l'arbitrage des dictionnaires de la langue française, des dictionnaires de philosophie politique, des dictionnaires de sciences politiques, de sociologie politique et tout ce que vous voulez. Eh bien, le premier point qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faudra que nous démontrions que ce régime du RHDP-RDR, actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire, est en train de réaliser la concentration de tous les pouvoirs de l'État entre les mains d'un seul homme et de son clan. C'est ce que nous devons démontrer pour qu'il soit établi que ce pays est en train de devenir en bonne et due forme une dictature. N'est-ce pas, chers amis? Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous allons commencer la démonstration. Comment est arrivé au pouvoir le RHDP-RDR? Le RHDP est arrivé au pouvoir en 2010-2011. Il y a eu les élections de 2010. Comme vous le savez, la grande dispute, la grande querelle entre l'ancien régime du Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo et le nouveau régime du RHDP, dirigé par le président Alassane Ouattara, avait été de savoir qui a réellement gagné les élections de 2010. La commission électorale indépendante, d'une part, la communauté internationale et notamment l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire avait reconnu comme président démocratiquement élu à l'issue de cette élection au deuxième tour de décembre 2010 le docteur Alassane Dramane Ouattara. La Cour constitutionnelle ivoirienne, quant à elle, avait donné un résultat contraire, d'où était née la crise post-électorale ivoirienne. Vous le savez comme moi, pour que le président Alassane Ouattara exerce l'effectivité du pouvoir, il a fallu 3 facteurs fondamentaux. Premièrement, il a fallu que l'élection soit organisée, et qu'elle soit organisée par un Premier ministre qui s'appelle alors Guillaume Kigbafori Soro, sous le gouvernement, sous la présidence de la République de Laurent Gbagbo. Il a fallu organiser les élections. S'il n'y avait pas eu l'organisation des élections, le président Alassane Ouattara n'aurait jamais pu prétendre à être le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire. Ces élections ont été organisées par le gouvernement du Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro, avec l'appui de la communauté internationale présente sur le terrain à travers l'ONUCI. Tout le monde le sait. Deuxième condition, il a fallu que, au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010, alors que Laurent Gbagbo était passé premier au premier tour, c'est-à-dire s'était imposé au premier tour de l'élection présidentielle 2010 comme l'homme politique le plus populaire de Côte d'Ivoire. Attention, hein, nous faisons de l'analyse politique. Il faut que le président Alassane Ouattara, tout comme le président Bédié qui est là, se souviennent qu'au premier tour de l'élection présidentielle de 2010, ils ont été relativement battus
par le candidat Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, selon le décompte de l'ONUCI et de la Commission électorale indépendante, a 38% au premier tour. Alassane Ouattara a 32% au premier tour. Il vient derrière Laurent Gbagbo avec 6% de différence de pourcentage. Le président Bédié est crédité de 25 à 26% des suffrages au premier tour. Donc très clairement, si nous avions en Côte d'Ivoire une élection à un tour, si nous avions une élection à un seul tour, comme par exemple l'élection en République démocratique du Congo, qui vient d'avoir lieu, Laurent Gbagbo aurait été élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez le candidat Étienne Tshisekedi Tshilombo Wa Mulumba, qui vient d'être désigné par la commission électorale de son pays, président élu de la République démocratique du Congo. Il est passé premier au premier tour, avec 38%. Et c'est terminé. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié que le premier tour révèle d'abord ce que pèse individuellement chacun des hommes politiques d'une élection. Et que le deuxième tour ne révèle que ce que pèse leur alliance. C'est très important que vous vous souveniez que l'élection de 2010, l'homme politique du premier tour, le plus populaire en Côte d'Ivoire, c'était Laurent Gbagbo. L'homme politique le plus populaire en Côte d'Ivoire au premier tour, c'était le président Laurent Gbagbo. Puisqu'il a, en réalité, devancé ses adversaires. Il était à 38%. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui au pouvoir, était à 32%. Le président Bédié était à 25%. Quoi qu'on puisse dire, cela voulait bien dire que si on avait pris individuellement chacun de ces hommes politiques en Côte d'Ivoire en 2010, celui qui pesait le plus, c'était le président Laurent Gbagbo. Mais c'est la loi qui organise les élections. Et la loi prévoyait un second tour. Puisque le principe de l'élection ivoirienne était que celui qui va être le président de la République obtienne une majorité qualifiée de 50% plus une voix. Où le candidat Alassane Ouattara allait-il trouver les voix pour passer devant Laurent Gbagbo, puisqu'il avait rassemblé toutes ses voix au premier tour? Puisque le président Gbagbo avait rassemblé aussi toutes ses voix au premier tour, et qu'il était qualifié pour le deuxième tour. Et puisque le président Bédié, lui aussi, avait rassemblé toutes ses voix au premier tour. Les voix des candidats Mabri, Touakese et consorts n'auraient pas suffi à permettre au président Alassane Ouattara de passer au deuxième tour devant le président Henri Konan Bédié. Devant le président Laurent Gbagbo. Donc, il a donc fallu que le président Henri Konan Bédié applique la parole donnée de l'accord de Paris en 2005, lequel accord disait ceci: tous les partis politiques du RHDP iront aux élections et à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, celui qui sera le mieux placé par rapport au candidat du pouvoir sortant, Laurent Gbagbo, sera soutenu par les autres. Le président Bédié, déjà en signant cette alliance en 2005, avait définitivement renoncé à la doctrine de l'ivoirité. Il avait renoncé à ça. Parce que pour accepter de signer cet accord, il a fallu qu'il renie ce qu'il avait écrit dans son livre de 1996, Les chemins de ma vie, dans lequel il considérait que le premier ministre du président Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, n'avait à la limite qu'un seul parent d'origine ivoirienne et que l'autre était burkinabé. Pour que le président Bédié signe l'accord de Paris, il a fallu qu'il lave les mains, qu'il quitte de l'idéologie de l'ivoirité qui avait amené la Côte d'Ivoire, on le sait, aux enfers. Et le président Bédié est allé plus loin, puisqu'il appelle au deuxième tour de 2010 à voter pour le candidat Alassane Ouattara. Ce vote se traduit par le passage du candidat Alassane Ouattara devant le candidat Laurent Gbagbo. Je ne reviens pas ici sur la discussion de savoir s'il y a eu mécaniquement un report de voix ou pas, mais en tout cas, la logique de cette élection ne peut se comprendre sans la parole tenue d'Henri Konan Bédié depuis 2005, envers son allié d'alors, le président Alassane Ouattara. Donc, il faut que Guillaume Soro organise l'élection, il faut que Henri Konan Bédié soutienne
le candidat Alassane Ouattara au second tour. Attention, il aurait pu donner ses voix au candidat Laurent Gbagbo. Il aurait pu demander à voter pour le candidat Laurent Gbagbo. Et le président Alassane Ouattara n'aurait jamais été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Il a donc fallu que le président Bédié tienne sa parole 5 ans après envers son allié pour que celui-ci devienne pour la première fois de sa vie président de la République de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas fini. Une fois que le président Bédié avait obtenu ce report de voix, et cette élection, il fallait gouverner ensemble. Mais d'abord, pour gouverner, il fallait prendre effectivement le pouvoir. En décembre 2010, Laurent Gbagbo détenait encore l'essentiel du pouvoir, le pouvoir sécuritaire, le pouvoir financier, le pouvoir politique. Et il avait encore une bonne partie du pouvoir diplomatique en Côte d'Ivoire. Il fallait aller à la bataille post-électorale, et la bataille post-électorale fut bien sûr diplomatique. C'est une bataille qui fut économique, mais, et c'est terrible, c'est une bataille qui fut militaire. Le Premier ministre, ministre de la Défense, désigné alors par le président Alassane Ouattara, se trouve être Guillaume Kigbafori Soro. C'est lui, Guillaume Kigbafori Soro, qui reconstitue des forces fidèles au nouveau président démocratiquement élu, qui vont être dès le 17 mars appelées les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC. C'est lui, celui que le patriote d'Abidjan va appeler le sauveur de la nation, qui construit ses forces vives à partir du socle des anciennes forces nouvelles, à partir des forces républicaines de Côte d'Ivoire et des éléments FDS qui ont rejoint le président démocratiquement élu. C'est Guillaume Soro qui mène la bataille militaire avec, bien sûr, la participation de la communauté internationale dans le cadre du droit international, laquelle permet, le 21 mai 2011, au président Alassane Ouattara d'exercer l'effectivité de tous ses pouvoirs en tant que président de la République. Mais nous sommes en 2019, ça s'est passé l'autre jour, vous étiez tous là. Personne ne peut donc nous dire aujourd'hui que le président Alassane Ouattara serait arrivé au pouvoir, là où il est, sans Guillaume Soro, les forces nouvelles, et sans Henri Konan Bédié, le PDCI-RDA. Personne ne peut le dire. Par conséquent, que constate-t-on aujourd'hui en janvier 2019? Aujourd'hui, en janvier 2019, le président Alassane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire sans ceux qui l'ont décisivement aidé à prendre le pouvoir. Il gouverne la Côte d'Ivoire en ayant exclu ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, c'est-à-dire le PDCI-RDA du président Bédié, auquel il a infligé un camouflet depuis 2017 en le traitant de menteur, puisque le président Bédié prétend qu'il lui a été promis qu'il y aurait une alternance en faveur de son parti, et le président Ouattara a dit publiquement qu'il ne lui a rien promis, c'est-à-dire qu'il y a forcément un menteur dans cette affaire. Limogeage de nombreux cadres du PDCI-RDA qui ne sont pas d'accord, harcèlement sur le PDCI-RDA pour que celui-ci se soumette et intègre le parti unifié au forceps. De toutes les façons, le RHDP-RDR, actuellement au pouvoir, gouverne sans ses alliés. Quant à l'autre allié, Guillaume Kigbafori Soro, celui qui organise l'élection de 2010, grâce à laquelle, pour la première fois de sa vie, le président Ouattara peut devenir président de la République dans son pays. Celui qui organise la bataille de conquête effective du pouvoir, au cœur d'une effroyable crise post-électorale qui va coûter malheureusement 3000 vies au moins à la Côte d'Ivoire. Celui-là aussi est aujourd'hui traité par le clan actuellement au pouvoir du RHDP-RDR comme un paria. On envoie tous les tocards de la République le traiter de tous les noms d'oiseaux. Après avoir dit au monde entier que c'était un homme d'État valeureux, un sauveur, un homme décisif, un homme de vérité, je vous renvoie à toutes les vidéos disponibles dans lesquelles on entend le président Alassane Ouattara, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le ministre Maurice Bandama et tous les grands pontes du clan qui gouverne en solo aujourd'hui la République. On les entend dire tout le bien qu'ils pensent du combat mené par Guillaume Kigbafori Soro. Donc, en réalité, comme l'a dit le président Guillaume Kigbafori Soro, ils ont pris le pouvoir à trois, c'était un fuseau de 3 forces politiques unifiées, et
désormais, ce pouvoir s'exerce unilatéralement par l'un des trois. C'est-à-dire, en réalité, nous sommes revenus à la situation ex ante. C'est-à-dire que nous sommes revenus à la situation du premier tour de l'élection présidentielle de 2010, où, en réalité, le président Alassane Ouattara n'était pas l'homme d'État le plus populaire en Côte d'Ivoire. On a donc l'isolement d'un clan qui n'est plus une alliance et qui gouverne le pays. Et ça, c'est l'une des caractéristiques premières de la dictature. Un groupe d'hommes isolés qui gouverne le pays en écartant des points de vue divergents, en écartant la critique, en écartant des opinions différentes, et qui se clanisent et qui se barricadent dans l'appareil d'État. Voilà ce que nous sommes en train d'observer. On peut dire qu'entre 2011 et 2012, le président Alassane Ouattara avait raison de gouverner par la manière forte. C'est-à-dire qu'il y avait une très grande présence sécuritaire. Il fallait que l'armée soit là, que la police soit là. Il fallait veiller au grain parce que le pouvoir Gbagbo venait de tomber. L'année 2011 jusqu'en 2012 était encore une période d'exception. Il y avait des prisonniers de guerre, il y avait des prisonniers politiques qui avaient été constitués pendant cette période. Tout le monde peut comprendre qu'un pouvoir qui vient de s'installer ne puisse pas libérer immédiatement tout ce qu'il a arrêté et dont il a peur qu'en les libérant immédiatement, il se réarme et l'attaque. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, on a observé des attaques militaires de poches de résistance de l'ancien pouvoir jusqu'en 2013. Donc, quelque part, on pouvait comprendre que les gouvernements du président Ouattara soient fortement autoritaires, ne serait-ce que entre 2011 et 2012-2013. Parce qu'ils avaient une situation sécuritaire très difficile. D'ailleurs, ils n'étaient pas capables d'assurer la justice sur tout le territoire national. Ils étaient obligés de recourir à des institutions internationales pour assurer la justice sur le territoire. C'était un pays fortement ruiné, c'était un pays fortement délabré, c'était un pays qu'il fallait reconstruire. Mais on ne peut pas comprendre que, alors que la période d'exception a cessé, le régime actuel, qui en réalité progressivement s'est resserré sur un clan, le clan que je vous ai indiqué, on ne peut pas comprendre que ce régime-là ait commencé à écraser d'abord ses alliés. Vous savez, un régime qui se barricade procède par saucissonnage. Il n'attaque pas tout le monde en même temps. Ce régime a commencé par éliminer systématiquement du cœur du pouvoir l'essentiel des membres des forces nouvelles. Si vous regardez l'histoire de la présence des forces nouvelles dans les gouvernements de Côte d'Ivoire, depuis Laurent Gbagbo, mettons 2003, jusqu'en 2019, vous allez voir que le régime RDR-RHDP, actuellement au pouvoir, est celui qui a procédé à l'épuration la plus drastique et la plus massive de cadres, de ministres issus du combat des forces nouvelles, l'épuration la plus grave de toute l'histoire politique ivoirienne. Sous Laurent Gbagbo en 2003, les forces nouvelles étaient représentées par 10 ministères. Sous le Premier ministre actuel, Amadou Gon Coulibaly, elles sont représentées par 0 ministre. C'est-à-dire en réalité que le pouvoir actuel gouverne sans ses alliés, sans ceux sans lesquels il n'aurait pas pu accéder au pouvoir. On a procédé à l'épuration ministérielle des ministres issus des forces nouvelles. On a trouvé des alibis pour les chasser les uns après les autres du gouvernement. On s'est même efforcé de retourner quelques âmes faibles et sensibles en espérant pouvoir ainsi fragiliser le leader de ma génération africaine. Peine perdue. On a observé ensuite une série de limogeages en cascade. Des limogeages en cascade dans les administrations, dans les entreprises parapubliques, dans les représentations diplomatiques. Tous ceux qui, de près ou de loin, avaient le malheur, comme l'a dit le président Guillaume Soro, de le saluer souvent, et qui dépendaient de la signature nominative de l'exécutif, ont été virés. Une fois ce premier travail fait, c'est-à-dire les soroïstes exclus de toutes les positions qu'on estimait sensibles, notamment les positions politiques, les positions de décision. Une fois d'ailleurs qu'on a commencé à organiser leur traque et des accusations et des faux complots dans les armées contre eux, le régime du PDCI et du RHDP-RDR a procédé à la deuxième étape, se séparer de son second allié. Cette fois-ci, il s'est attaqué au PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié. C'est ce que vous avez vu. De 2013 à 2016-2017, on a tout fait pour éliminer du centre du pouvoir, systématiquement,
les membres issus des forces nouvelles, pour les isoler. Quand on a fini cela, tout d'un coup a commencé la marginalisation du PDCI-RDA. Moi, je regarde encore avec beaucoup d'émotion la vidéo du 14 septembre 2014. Non, 17 septembre 2014, dans laquelle le président Henri Konan Bédié, en présence de son frère et allié, le président Alassane Ouattara, dit qu'il va appeler à sa réélection dès le premier tour de l'élection de 2015 et précise qu'il va appeler à cette réélection à condition que son allié, depuis 2005, le président Alassane Ouattara, accepte avec son parti, le RDR, la possibilité qu'un candidat du PDCI-RDA soit également à la tête du ticket, ou en tout cas dans le ticket présidentiel de 2020. Telle était la proposition exacte, énoncée publiquement devant toute la population de Daoukro, devant toute la Côte d'Ivoire, devant toute l'Afrique, devant tout le monde, par le président Henri Konan Bédié. Quand le président Henri Konan Bédié parlait, son frère, son cadet, comme il l'appelait affectueusement alors, était assis et ensuite debout à ses côtés et applaudissait à chacune de ses phrases. Nous avons tous vu cela. Nous ne sommes pas bien placés pour savoir ce qu'ils se sont dit quand ils étaient à huis clos. Mais nous l'avons vu, le président Alassane Ouattara applaudit le président Bédié quand il était en train de dire qu'il appelait à voter pour lui en 2015, à condition qu'en retour, en 2020, le RDR fasse la même chose pour un candidat issu du PDCI-RDA. Ça, c'était leurs engagements à eux. Mais on n'a pas vu, le 17 septembre 2014, qui que ce soit du RDR, encore moins le président Alassane Ouattara lui-même, contester ces propos. Personne ne les a contestés. 2014 est passé, personne n'a contesté. 2015 est passé, le président Alassane Ouattara a été réélu. Dès que le président Alassane Ouattara a été réélu, eh bien, les lieutenants du clan RHDP-RDR se sont mis à sortir dans la presse. Le ministre Sissé Bakongo, un coup. Le ministre Touré Mamadou, un autre coup. Le ministre Joël Nguessan, un autre coup. Pour détricoter la parole publique que le président Bédié revendiquait. Et le coup de grâce a été asséné au président Bédié, publiquement, dans les colonnes de Jeune Afrique et de la presse française, en juin 2017, si je ne m'abuse, lorsqu'il a été dit « Je ne lui ai rien promis ». Quelqu'un dit quelque chose en 2014 et dit que vous le lui avez promis. Vous attendez 3 ans pour bien profiter de la promesse qu'il dit que vous lui avez faite. Quand vous êtes bien assis, quand vous êtes bien renforcé, vous lui dites « Je ne t'ai rien promis ». Voilà comment, frustré, humilié, blessé et même exposé à son propre parti, dont certains membres, et je pense à mon ami Tiburce Kofi, en tout cas certains intellectuels plus ou moins proches du PDCI-RDA avaient prévenu le président Bédié que cette affaire serait un marché de dupes. Mon ami Yasmina Ouigné et un certain nombre de jeunes cadres du PDCI-RDA ont été harcelés, intimidés, brimés pour avoir dénoncé très tôt ce mauvais deal. Parce qu'ils craignaient que la parole sur laquelle le président Bédié se fondait alors ne soit pas respectée. Voici qu'en 2017, le président Bédié se retrouve seul, littéralement au milieu du gué, avec une parole qu'on lui aurait donnée, mais qu'on considère désormais comme fausse et comme mensongère, et donc obligé quelque part de se retourner vers les siens pour leur donner des explications. Puisque là, il fallait qu'il s'explique auprès du PDCI-RDA, qu'il leur dise pourquoi il a lancé l'appel de Daoukro. Un homme qui a abandonné l'ivoirité depuis l'Alliance 2005, un homme qui vous a accompagné au pouvoir, un homme qui a accepté de gouverner avec vous. Un tel homme, lorsque vous l'humiliez publiquement et que vous l'exposez à la risée des siens dans son propre parti, cet homme-là peut-il encore vous considérer comme un allié sûr? Laissons même la politique. Quelqu'un te fait ça dans la vie de tous les jours. Tu marches encore avec lui? Un beau proverbe de Côte d'Ivoire dit bien: premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est Nyata. Le président Bédié a parfaitement compris qu'il n'y avait rien à espérer d'un allié qu'il avait offert à l'humiliation publique et à la risée du monde entier. Car il avait conduit son parti dans une logique de partage de pouvoir dont finalement il était le seul à être le garant
personne en face ne lui apportant le retour d'ascenseur. Depuis que le président Bédié a exprimé justement le désarroi, la honte, la colère et la frustration légitime que cela lui a infligé, le RHDP-RDR a mis en place des forces pour forcer le PDCI-RDA à être membre du RHDP. Ça a exactement abouti au contraire. Ça a donné exactement le contraire. Puisque depuis le mois de juillet 2018, le PDCI-RDA s'est officiellement retiré du RHDP, dénonçant le RHDP. Vous voyez la série de limogeages de cadres du PDCI-RDA qui s'en est suivie. Mais dans la concentration des pouvoirs, au mois d'août et de septembre 2018, vous avez bien vu le chef de l'exécutif se permettre de suspendre une institution législative. Le Sénat l'empêchait de fonctionner parce que le président du Sénat, l'honorable Jeannot Ahoussou Kouadio, ne se serait pas accroupi totalement sous la logique de capture du PDCI-RDA par le RHDP du unifié. Vous avez tous vu les ordonnances mettant le Sénat en veilleuse. De quel droit dans une république, alors que le principe de séparation des pouvoirs est garanti par la Constitution, de quel droit peut-on prendre une ordonnance pour suspendre le fonctionnement d'un pouvoir qui ne dépend pas de soi, du pouvoir législatif? De quel droit? Vous avez vu ça s'est fait. Si vous tapez sur le net ordonnance de suspension du Sénat, du fonctionnement du Sénat, vous la trouvez signée des plus hautes autorités de l'exécutif ivoirien. Donc en réalité, après avoir épuré les forces nouvelles, on a ensuite épuré le PDCI-RDA. Et on a gardé du PDCI-RDA que des individus loufoques, opportunistes, flottants, traîtres, alternatifs, louvoyants, dont l'emblème parfait est le ministre Adjoumani, dont l'emblème parfait est l'ancien ministre et escroc internationalement connu. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Adama Bictogo. Dont les modèles les plus connus se sont manifestés récemment encore avec la création d'un mouvement ayant pour but de forcer le PDCI à être membre du RHDP unifié, alors que des congrès du PDCI ont décidé du contraire. Donc, chers amis, vous avez là une analyse politique qui vous montre que, alors qu'ils ont pris le pouvoir à trois forces en 2010-2011, aujourd'hui, la force qui gouverne est l'une des trois forces qui étaient conglomérées pour exercer le pouvoir, et elle gouverne au détriment non seulement de ses anciennes alliées, mais elle gouverne au détriment du pays qu'elle n'écoute plus. Et c'est pour ça que c'est une force qui déteste les gens qui parlent sur les réseaux sociaux. C'est un clan qui déteste la liberté d'expression. C'est un clan où des gens sont en train d'étouffer de rage à l'idée que Franklin Nyamsi, conseiller spécial de Guillaume Soro, soit en train de donner une petite conférence sur sa page Facebook. C'est un clan qui instrumentalise la justice ivoirienne pour étouffer les libertés que même le président Félix Houphouët-Boigny, sous le parti unique, comme l'a souligné Henri Konan Bédié, ne s'était pas permis d'étouffer. En fait, c'est un clan qui a peur. Quand vous avez trahi à ce point-là, vous avez forcément peur, parce que vous croyez que les autres vont vous rendre la monnaie de votre pièce. La troisième caractéristique de la dictature du RHDP-RDR, chers amis, c'est la résistance à la réconciliation nationale et au pardon. C'est un clan qui dirige le pays au mépris de l'exigence de réconcilier le pays et de promouvoir le pardon dans le pays. Je vais vous donner les preuves. Lorsque Guillaume Soro démissionne de son poste de Premier ministre en mars 2012, Guillaume Soro dit que la priorité pour la Côte d'Ivoire va être absolument de la réconcilier. Parce qu'il sait que ses ennemis d'hier, ses adversaires politiques d'hier, ont une bonne partie de leur cadre dans les prisons de Côte d'Ivoire. En tant que belligérant, en tant que partie belligérante du conflit ivoirien, Guillaume Soro sait que la crème du Front populaire ivoirien est en prison. Et le Premier ministre qu'il est, et qui pense à son pays, et qui sait que la grandeur au service de son pays, c'est de rassembler ce qui a été déchiré. C'est de trouver une voie de sortie par le haut, sans mépriser et humilier même ceux qui ont été vaincus. Guillaume Soro en est conscient, et il fait de la réconciliation et du pardon
le thème dominant de ces discours. Vous pouvez retrouver l'encyclopédie des discours de Guillaume Soro depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Pas un seul discours sans qu'il n'ait appelé fortement à cette réconciliation. Lorsque Guillaume Soro, en 2017, le 3 avril exactement, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, appelle à l'accélération des procédures judiciaires et à l'usage du droit de grâce pour libérer tous ceux de nos frères, notamment issus du Front populaire ivoirien, qui sont encore en prison. Quelle est la réponse que lui apporte le gouvernement du président Alassane Ouattara? Le président Alassane Ouattara lui-même monte au créneau pour dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Actuellement porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, le ministre Touré Mamadou monte au créneau pour dire que Guillaume Soro a fait un lapsus en parlant de prisonniers politiques, qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. La position du RDR comme parti politique est de nier l'existence de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro insiste dans ce sacerdoce du pardon. Il nous envoie en mission auprès de nos frères exilés ici dans la diaspora. Il nous demande de tendre la main, d'accepter d'être insultés. Nous, les soroïstes, on est habitués à être insultés. Ça ne nous fait, en réalité, aujourd'hui, ni chaud ni froid, tellement on nous a insultés, tellement on a insulté notre main tendue, tellement on a insulté notre bonne volonté, pensant qu'il y avait toujours derrière des calculs politico-politiciens, alors que nous pensions à l'avenir de la Côte d'Ivoire. En tant que c'est la génération dirigée par Guillaume Kigbafori Soro qui va incarner cet avenir. Nous pensons que la Côte d'Ivoire ne peut pas se réaliser comme État de droit, comme État prospère, comme État bénéfique à tous ses enfants si elle n'est pas réconciliée. Ce n'est pas une position opportuniste, c'est une position qui, d'abord, est scientifiquement objective, politiquement féconde. La preuve. Guillaume Soro a insisté en 2017. Il a dit qu'il irait demander pardon aux 3 grands hommes d'État de la génération qui nous précède. Le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo. Guillaume Soro l'a dit. Guillaume Soro a joint l'acte à la parole. Il est allé dans la cour des Sangaré présenter ses excuses pour ce qu'on peut lui reprocher dans la bataille fratricide de Côte d'Ivoire. Il a appelé à la libération de Charles Blé Goudé, aujourd'hui encore incarcéré à La Haye. Il a appelé à la libération du président Laurent Gbagbo. Mais revenons en août 2018. Le président Alassane Ouattara, à un moment donné, a fini par prendre conscience que les geôles de Côte d'Ivoire étaient pleines d'Ivoiriens par centaines, dont certains n'ont même pas été jugés. Il signe, et ça, c'est un mérite qu'on doit lui reconnaître. On peut critiquer un homme, mais quand il a eu le mérite de poser des actes positifs, il faut souligner ces actes. Il signe une ordonnance d'amnistie permettant de libérer combien de personnes? Tout d'un coup, on découvre qu'il y avait 800 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Alors, comment peut-on espérer d'un clan comme celui du RDR-RHDP, qui a nié qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques de Côte d'Ivoire, que ce clan-là soit précisément celui qui va promouvoir la réconciliation nationale? Alors que lorsque le 6 août 2018, le président Alassane Ouattara prend le décret, c'est 800 personnes qui sortent de prison en Côte d'Ivoire. On a, à travers cet exemple du refus de la réconciliation nationale par le pouvoir RHDP-RDR, la preuve de sa mauvaise foi, de sa duplicité, de sa volonté de tout exploiter pour confisquer le pouvoir et capturer l'État. Je passe au 4e critère qui prouve que nous sommes dans une dérive dictatoriale, c'est l'accaparement de l'appareil financier de l'État de Côte d'Ivoire. L'appareil financier de Côte d'Ivoire est en train d'être accaparé. Il suffit de lire les dépêches de journaux d'intelligence économique, qu'ils soient publiés en Afrique ou qu'ils soient publiés ici en France. Toutes ces dépêches font état d'une montée vertigineuse de la corruption d'État. Il y a un lien aujourd'hui établi entre le surendettement international de la Côte d'Ivoire, les marchés publics passés de gré à gré et les rétrocommissions du clan au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce sont des faits qui sont documentés par la presse et l'intelligence économique internationale. Le clan accumule en s'installant dans les allées du pouvoir avec des moyens patrimoniaux. C'est-à-dire que le clan gouverne en famille. Je n'ai pas besoin de vous citer les noms, les informations sont à votre disposition. Vous voyez quelles sont les familles qui sont assises sur les filières café-cacao de la Côte d'Ivoire.
Vous voyez bien les familles qui sont assises sur l'immobilier de la Côte d'Ivoire. Vous voyez les familles qui fabriquent des entreprises fictives pour gagner les marchés publics donnés par les ministres du gouvernement de Côte d'Ivoire. Systématiquement les mêmes familles et autour du noyau du clan présidentiel. C'est un fait. Je n'invente pas la glace. Je suis en train de vous dire ce qui est. L'emblème de ce clan prévaricateur s'appelle Adama Bictogo, alias Monsieur Tabouret, ou le gringalet politique. Nous ne l'avons pas désigné gringalet politique par hasard. Il s'agit d'un concept. Ce n'est pas une insulte. C'est un individu fabriqué de gestes opportunistes. C'est un individu fabriqué par la lâcheté humaine. C'est un individu qui a flirté avec tous les régimes ivoiriens. Depuis le premier régime du président Henri Konan Bédié, en passant par le régime du général Robert Guéhi, le régime de Laurent Gbagbo, M. Adama Bictogo s'est toujours débrouillé pour être du côté du tiroir de caisse. C'est cet individu qui est aujourd'hui placé au summum de la construction du parti unifié de la majorité politique ivoirienne. Comment peut-on prendre un brigand international de cette nature, poursuivi à Paris, poursuivi à Ouagadougou, poursuivi à Dakar, poursuivi à Abidjan, souvenez-vous du scandale Trafigura. Comment peut-on prendre un tel individu et lui confier la responsabilité morale et éthique du parti de la soi-disant majorité au pouvoir? N'est-ce pas le summum, en réalité, de l'ignominie? N'est-ce pas là la promotion des médiocres? N'est-ce pas là, en réalité, l'invention de la bassesse? Je passe au cinquième critère. Pourquoi nous sommes dans une dérive dictatoriale? J'ai montré comment le pouvoir, en réalité, utilise la dette internationale pour financer les marchés publics et utilise les marchés publics pour financer le clan. Vous pouvez chercher les rapports rédigés par M. Koulibaly Nonkarna, à la tête de l'ARNMP, Agence de régulation nationale des marchés publics. Tous les rapports de M. Koulibaly Nonkarna ont établi que le régime du RHDP-RDR, aujourd'hui au pouvoir, a continué d'aggraver les conflits d'intérêts et l'usage de l'argent public pour financer des entreprises personnelles du clan au pouvoir. Ce sont les conclusions de M. Koulibaly Nonkarna, indiquant que la transparence dans l'attribution des marchés publics n'a jamais été aussi rare en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis. Retrouvez les rapports de l'Agence nationale de régulation des marchés publics de Côte d'Ivoire. Vous lisez. Et je salue solennellement ici le citoyen Koulibaly Nonkarna pour le travail de vérité, d'éthique, de déontologie qu'il a mené à la tête de cette agence, avant de se retirer à la fin de son mandat. Le cinquième critère, c'est que vous voyez comment fonctionne bizarrement la justice, notamment depuis le commencement du deuxième mandat du président Alassane Ouattara. D'abord, la justice ne se saisit pas des grands scandales. La justice ivoirienne, notamment depuis le début de ce second mandat consacré à confisquer le pouvoir d'État, la justice ivoirienne est devenue l'antichambre immédiate des desiderata du clan au pouvoir en Côte d'Ivoire. Cette justice met en prison des imams, des prêtres et des pasteurs pour une déclaration. Mais on peut trouver dans l'histoire de Côte d'Ivoire des déclarations d'une plus grande gravité qui ont été proférées, même en date récente, par le président Alassane Ouattara, alors opposant ou chef de parti. Des déclarations bien plus graves pour lesquelles il n'a même pas fait une garde à vue. Le doyen qu'est pour nous le président Alassane Ouattara doit se souvenir que de tous les hommes d'État, et pratiquement peut-être lui, il est le seul de tout cela, il n'a jamais véritablement connu les affres de la prison politique. Mais de tous les hommes d'État qui se sont succédés, là à la tête de la Côte d'Ivoire, depuis le départ de Félix Houphouët-Boigny, il est celui qui a souvent le plus facilement emprisonné les autres. Il y a un moment où ça doit s'arrêter. Il faut arrêter d'utiliser la justice pour emprisonner ceux qui ne pensent pas comme vous. Il faut arrêter d'utiliser la justice pour emprisonner ceux qui émettent un son
qui ne vous plaît pas. Il faut arrêter d'utiliser la justice pour régler des problèmes politiques qui viennent de votre déficit de légitimité démocratique. C'est très important. Que fait le procureur Adou lorsque lorsqu'on assassine le jeune Soro Cognon le 7 juillet 2018 à Korogo? Que fait-il? Que fait-il de tous ceux qui se réjouissent sur les réseaux sociaux de l'assassinat d'un militant proche de Guillaume Soro? Il n'en arrête pas un seul. Que fait le président Alassane Ouattara, le premier ministre Amadou Gon, qui lui-même est le ponte de la ville de Korogo, dont en réalité le clan a mis à mort le pauvre jeune Soro Cognon? Que fait-il à l'annonce de cet assassinat crapuleux pour participation à une assemblée générale? Lorsque les crimes sont commis à l'instigation de membres du clan au pouvoir, le procureur d'Abidjan a les oreilles bouchées jusqu'au centre du cerveau. Lorsque les crimes sont commis en Côte d'Ivoire à l'initiative de membres du pouvoir, le procureur d'Abidjan est aveugle. Je pense même que sous ses paupières, il n'y a même pas d'iris, il n'y a même pas de globe oculaire. Lorsque les crimes économiques, les crimes de sang, sont commis par les membres du clan issu du pouvoir, le procureur d'Abidjan, Richard Adou, n'a pas de bouche. Je pense même qu'il n'a pas de bureau. Et il m'arrive même de me demander s'il existe. Le 13 octobre 2018, il y a des élections municipales en Côte d'Ivoire. À Abobo, le ministre d'État et candidat à la mairie, Ahmed Bakayoko, organise à ciel ouvert la gabégie. Dispose des individus chargés de sacs d'argent au carrefour pour le distribuer. Fait distribuer des fausses cartes d'électeurs au vu et au su de tous. Ces hommes, ces loubards, puisqu'il en est un spécialiste, font assassiner un scrutateur du candidat Koné Tefour. Où est le procureur d'Abidjan, Richard Adou, pour se saisir de M. Ahmed Bakayoko et le jeter en prison pour avoir organisé la fraude électorale, la corruption électorale, le clientélisme électoral à Abobo? Où est-il? Aux abonnés absents. Au plateau d'Abidjan, toujours lors de ces élections du 13 au 14, M. Fabrice Sawignon, communicant de haut vol, entre guillemets, du palais présidentiel, organise des fraudes à ciel ouvert, volant même des urnes pour traverser Abidjan avec les urnes. Il s'en va même se promener à Abidjan, il prend les urnes au plateau et il s'en va à Angré avec les urnes. Où est le procureur Richard Adou pour se saisir de M. Sawignon et le jeter en tôle pour fraude électorale, violence électorale, incitation à la violence? M. Sawignon se promène libre. Et certains le félicitent même d'avoir reconnu sa victoire. On ose même le féliciter d'avoir reconnu sa victoire. Alors cet individu est le véritable prisonnier en sursis du plateau. Si la Côte d'Ivoire était réellement un état de droit, Sawignon serait en prison. Ahmed Bakayoko, avec ce qu'il a fait à Bobo, serait en prison. Tous ceux qui font des concussions de marché public là, comme Adama Bictogo, ils seraient en prison. Si c'était un état de droit. Si c'était un état de droit, tous les conflits d'intérêts impliquant des familles de pouvoir, impliquant le clan présidentiel, conduiraient des membres de ce clan en prison. Adou Richard a des yeux, mais pour voir les plus faibles, pour voir les plus vulnérables. Il a des yeux pour attraper un gamin de 17 ans qui a écrit une phrase sur Facebook. Il y a un gamin qui dit « Ah, le président de la République actuel est un Burkinabé. On l'attrape. » Comme si être Burkinabé, c'était pas être un homme. Comme si le fait qu'on dise que vous êtes Burkinabé vous enlève votre nationalité ivoirienne et votre pouvoir. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on subit de la part des partisans de ce même pouvoir? Moi qui suis de père et de mère camerounais, né au Cameroun, citoyen adoptif donc de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je subis de la part de ceux qui ne supportent pas qu'on traite le président Alassane Ouattara de Burkinabé? Allez sur les réseaux sociaux, voir ce que ces gens déversent comme insanité sur moi. Eux là, qu'on traitait en Côte d'Ivoire de Maliens, de Guinéens,
certains l'étant réellement par leurs ascendances. Donc, vous voyez, le procureur d'Abidjan est un procureur accroupi au pied du pouvoir. Il obéit aux ordres. Il obéit aux ordres comme le chien obéit au maître. Quand on lui dit d'aboyer à gauche, il aboie à gauche. On lui dit d'aboyer en face, il aboie en face. On lui dit d'aboyer à droite, il aboie à droite. Est-ce là la fonction d'un procureur dans un état de droit? À Grand Bassam, je ne vais pas m'étendre. Vous avez vu l'ignominie totale à Grand Bassam. On organise des violences pour empêcher le candidat de l'opposition, du PDC RDA, de passer. Le procureur d'Abidjan s'est-il saisi de M. Moulot, principal et avéré organisateur de ces violences? S'est-il saisi de lui? Combien des instigateurs de violences, membres du RHDP unifié, soi-disant donc unifiés au pouvoir, sont aujourd'hui derrière les barreaux pour les violences électorales du 13 octobre, du 14, du 15, du 16 octobre 2018? Combien d'entre eux? Zéro. Mais M. Adou Richard est derrière, il court, il est aux trousses des élus de la nation, des députés de la nation, essayant de toutes les manières possibles de les humilier, de les harceler, d'encercler leur maison par des forces armées, de les traîner à la police, de piétiner leur immunité parlementaire, parce qu'on lui a demandé de le faire. Voilà la réalité dans laquelle se trouve aujourd'hui Jacques Ewo, dont le seul péché est d'avoir battu Sawignon au plateau. Voilà la réalité dans laquelle se trouve aujourd'hui l'honorable Alain Lobognon, dont le seul péché est d'avoir soutenu son collègue député, menacé de déchéance de son immunité parlementaire par un exécutif abusif. Ce sont des choses qui sont en train de se faire devant vous. Mais comme on le dit toujours, lorsque en réalité on le fait pour un, il faudrait que tous les autres se rendent compte que ça se fera aussi pour eux. Et qu'à un moment donné, le principe du tous pour un pour tous, rétablisse l'état de droit. Chers amis, je viens au 6e point qui prouve que la Côte d'Ivoire a basculé dans la dictature. Ce 6e point, c'est la gouvernance décrétale par des ordonnances du gouvernement ou de la présidence de la République méprisant le Parlement. Est-ce que vous avez vu le nombre d'ordonnances qui ont été prises au mépris de la loi? Moi, je vais vous en citer une. N'oubliez pas celle-là, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce que c'est elle qui illustre l'esprit du pire qui habite aujourd'hui le régime du RHDP-RDR. Chers amis, il y a une loi en Côte d'Ivoire qui a été votée en 2000. C'est la loi numéro 2514 du 1er août portant code électoral. Dans cette loi, il y a un article 125 qui interdisait et qui interdit encore très clairement à tout ministre de la République de cumuler ses fonctions de ministre et des fonctions de maire, des fonctions de président de région, bref, des fonctions d'élu local. C'est ce qui était prévu dans le code électoral de la Côte d'Ivoire. Vous voyez que tout n'est pas mauvais dans les lois anciennes. Les lois anciennes sont aussi des lois qui ont été méditées, qui ont été pensées. Mais qu'a fait le président de la République, Alassane Ouattara, le gouvernement? D'abord, ils ont envoyé des ministres du gouvernement être candidats aux élections régionales, aux élections municipales. Le simple fait d'envoyer des gens qui sont ministres au gouvernement être candidats à des élections régionales, à des élections municipales, c'était déjà une violation de la loi de 2000. Parce qu'en réalité, si ces gens respectaient la loi, et s'ils savaient même ce que c'est que respecter la loi, dans le cas de M. Ahmed Bakayoko, je crois qu'il ne sait même pas ce que c'est que respecter la loi. C'est un loupard ontologique. Il est ontologiquement loupard. Ces gens-là auraient démissionné du gouvernement avant de se porter candidat à des élections locales. Parce que comme la loi interdisait au 13 octobre 2018 de cumuler les fonctions de ministre et d'élu local, un ministre ne pouvait pas aller en campagne avec la loi numéro 2514 du 1er août 2000. Cette loi disant que tu ne peux pas être ministre et maire. Tu ne peux pas être ministre et en même temps président de région. Et cette loi, c'est une loi pleine de sagesse. D'abord parce qu'il y a plusieurs Ivoiriens compétents pour assurer les différentes fonctions. Et ensuite parce que les fonctions ministérielles sont tellement importantes que c'est très grave que quelqu'un puisse s'y consacrer et en même temps avoir la tête à 1000 autres choses. Mais enfin,
non seulement le gouvernement a violé la loi en laissant des ministres du gouvernement être candidats aux élections municipales, aux élections régionales, mais le gouvernement viole encore la loi. C'est un double viol de la loi. En signant par la main du président de la République et du Premier ministre, ordonnance et arrêté disant que désormais, on peut être ministre du gouvernement et maire, ministre du gouvernement et président de région. Donc, cette loi, cette ordonnance a été prise pour arranger qui? Monsieur Ahmed Bakayoko. Arranger qui? Monsieur Touré Mamadou. Arranger qui? Monsieur Siandou Fofana. Arranger qui? Monsieur Moulot. Arranger en réalité les membres du clan au pouvoir. Quel est ce gouvernement qui peut prendre des ordonnances ayant pour but d'arranger les membres de son clan? Ils prennent une ordonnance qui élimine une loi votée par le Parlement. Vous comprenez ça? Ça, c'est typiquement une dictature. Le Parlement a voté une loi. Elle est encore en vigueur. Vous prenez une ordonnance, vous l'annulez. En droit, il y a ce qu'on appelle le principe du parallélisme des formes. Si une loi a été votée par le Parlement, si cette loi-là doit être révoquée, si on doit annuler cette loi, c'est le Parlement qui doit le décider. C'est le parallélisme des formes. De la même façon que le Parlement ne peut pas mettre fin à une ordonnance qui a été prise par le gouvernement dans la séparation des pouvoirs. Vous comprenez? Oui, des gens comme Anne Ouloto, etc., c'est pour eux que ça a été pris. Et ces gens-là ne sont pas rassasiés. Il y a encore hier ou avant-hier une ordonnance qui a été prise par le président de la République et le Premier ministre pour nommer ambassadeurs pratiquement à vie finalement, des personnes qui sont ministres de la République en exercice. Des personnes qui sont à l'intérieur de l'exercice quotidien du pouvoir sont nommées ambassadeurs dans une liste de 30 dans laquelle on retrouve tout et n'importe quoi, propulsé au cœur de la diplomatie ivoirienne. Donc nous avons très clairement là une sixième preuve, mes chers amis, que le régime RHDP-RDR actuel, par la gouvernance par ordonnance, est typiquement un régime décrétal, un régime purement décisionnel, et donc un régime arbitraire. C'est un régime qui fonctionne par diktat. Vous avez vu les décisions d'ordonnance qu'il a prises pour les véhicules. Au mépris des difficultés de vie de la majorité des Ivoiriens qui tirent encore le diable par la queue, ce gouvernement a pris une ordonnance disant que tous les véhicules de moins de 5 ans existant en Côte d'Ivoire, en tout cas qu'un véhicule de moins de 5 ans ne pouvait plus entrer dans le parc automobile ivoirien. Et que progressivement, tous les véhicules âgés de moins de 5 ans devraient en être éliminés. Sans consultation du Parlement, sans discussion avec le Parlement, sans discussion avec les partenaires économiques. Vous vous souvenez des colères que cette ordonnance avait provoquées parmi les opérateurs économiques, que ce soit ici dans la diaspora ou en Côte d'Ivoire. Donc ce gouvernement a pris l'habitude de gouverner par ordonnance. Il s'octroie des marges budgétaires par ordonnance. Il s'octroie des marges dans les budgets de souveraineté par ordonnance. C'est un gouvernement qui est à l'aise dans les caisses de l'État. Et ce sont des faits qui sont documentés par l'intelligence économique internationale. Ils ont annoncé une plainte contre la lettre du continent qui a révélé toutes ces pratiques. La lettre du continent attend toujours la plainte. Elle n'est toujours pas arrivée à Paris, où les tribunaux fonctionnent bien et des avocats sont disponibles. Donc, un gouvernement qui fonctionne par décret, est-il un gouvernement démocratique? Un gouvernement qui gouverne par ordonnance, est-il un gouvernement démocratique? Un gouvernement qui méprise le Parlement et qui piétine le pouvoir judiciaire. Un gouvernement qui fait peur aux procureurs, qui fait peur au président de la Cour constitutionnelle, qui fait peur aux juges. Car le dernier élément, c'est l'interprétation abusive de la Constitution ivoirienne, et c'est le 7e élément que je mets à votre disposition, qui prouve que nous avons basculé en dictature. La Constitution ivoirienne, en son article 55, dit que le président de la République est rééligible une seule fois en Côte d'Ivoire. Cet article 55, en réalité, est la répétition de l'article 35, dont l'alinéa disait très bien le président de la République est éligible pour un mandat de 5 ans, il est rééligible une seule fois. C'est ça qui a été répété en 2000, dans la première partie de l'article 35, c'est ça, et en 2016, c'est cela qui est marqué dans l'article 55. Il y a un article, l'article 183, qui dit que toutes les dispositions de la législation précédente qui n'ont pas été modifiées dans la législation actuelle, c'est-à-dire celle de 2016, la Constitution 2016, ces dispositions sont valables.
ne voilà-t-il pas que le président Alassane Ouattara, dans le plan qu'il a de tromper tous ses alliés et de tromper, à mon avis, le peuple de Côte d'Ivoire, se lève pour dire que la constitution actuelle de Côte d'Ivoire lui permet de faire 2 nouveaux mandats en 2020. C'est lui qui a dit, hein, la constitution actuelle de Côte d'Ivoire me permet de faire 2 nouveaux mandats en 2020. Chers amis, quelqu'un qui procède à une interprétation narcissique de la Constitution et qui n'est pas rappelé à l'ordre par le Conseil constitutionnel de son pays, n'est-ce pas un dictateur? Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui la pratique de gouvernement du président Alassane Ouattara de celle du dictateur Paul Biya de mon pays natal au Cameroun? Rien. Rien. Le président Alassane Ouattara vient de rejoindre le club select des grands dictateurs de l'histoire africaine par les 7 critères que je viens de décrire. Dans un état de droit normal, quand le président Alassane Ouattara a fait la déclaration selon laquelle la Constitution l'autoriserait à refaire 2 mandats à partir de 2020, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel devait se réunir et lui envoyer un avertissement. Ici en France, c'est ce qui se fait. La Cour constitutionnelle a une fonction qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité. Et si le président attente à la Constitution, il est prévenu immédiatement. Il est prévenu immédiatement par le Conseil constitutionnel que c'est une atteinte grave à la stabilité des institutions étatiques. Et d'ailleurs, il pourrait être traduit dans un état de droit, il pourrait être traduit devant la Haute Cour de justice. Parce qu'il s'agit là, en réalité, d'une violation de la loi fondamentale. Donc, je vous ai donné 7 critères qui prouvent que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a basculé dans une situation de dictature. Et j'en viens à la dernière partie de ma conférence. Celle de dire comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment peut-on s'en sortir? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle aller vers 2020 en évitant d'aller davantage plus bas? D'abord, la première condition, c'est que le président Alassane Ouattara et son gouvernement commencent à respecter les lois actuellement existantes en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui dépend d'eux. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas du peuple de Côte d'Ivoire, ça dépend du gouvernement. Le président Alassane Ouattara a encore, je crois, la conscience, il a encore la capacité, le bon sens de revenir sur ses pas et de mettre fin à la succession de violations que nous observons. Deuxième condition, puisque les hommes politiques ne changent jamais tant qu'ils n'ont pas un rapport de force en leur défaveur, le président Henri Konan Bédié a eu raison d'annoncer que ceux qui sont ostracisés, discriminés, dominés, écrasés et méprisés en Côte d'Ivoire n'ont pas d'autre choix que de se rassembler pour résister contre la descente aux enfers du pays. La Côte d'Ivoire a une possibilité d'espoir dans cette construction d'une plateforme de dialogue et de mobilisation citoyenne pour le respect de la loi. Le respect de la loi, ça commence en ce mois de janvier par les négociations et les discussions pour une commission électorale indépendante, renouvelée dans l'intérêt de tous, en vue de l'équité et de la transparence du processus électoral. Sur la commission électorale indépendante, vous souvenez-vous, une fois de plus, que nous sommes en dictature en Côte d'Ivoire, dès lors que depuis 2016, le bureau de la CEI devait être renouvelé. La composition de la CEI devait être repensée. Et alors même que la Cour africaine des droits de l'homme a émis un arrêt condamnant le gouvernement ivoirien du président Alassane Ouattara pour n'avoir pas appliqué la loi ivoirienne, qui lui enjoint de renouveler tous les 6 ans, précisément, la commission électorale indépendante, jusqu'à ce jour, cette loi n'a pas été respectée. Les élections du 13 octobre 2018 ont eu lieu sous une commission électorale indépendante en réalité illégale, qui n'a été tolérée qu'en raison de la volonté des acteurs politiques ivoiriens de ne pas précipiter le conflit et de privilégier le dialogue. Donc, un régime politique qui organise des élections illégales, des élections dans lesquelles ne sont pas respectées les lois électorales, c'est une dictature. Parce qu'il ne peut le faire que parce qu'il utilise l'armée, la police, la justice pour harceler les autres. Troisième voie nécessaire. Les doyens politiques de l'histoire de la Côte d'Ivoire sont obligés de tirer un certain nombre de leçons. Les présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo ont largement fait leur temps. Leur responsabilité pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui
est de mettre fin au règlement de compte entre eux qui paralyse une bonne partie de ce pays et de contribuer à la naissance d'un état de droit consensuel équitable pour tous. Voilà pourquoi j'estime, et je répète sur ce point très clairement ce qu'a dit Guillaume Kibafori Soro, que la libération du président Laurent Gbagbo et la libération de Charles Blé Goudé sont des ingrédients positifs de la réconciliation ivoirienne. Si on veut que les Ivoiriens aillent ensemble vers la constitution d'institutions justes, consensuelles, acceptables, il faut d'abord qu'ils soient tous libres. Il faut d'abord qu'ils soient tous respectés, que chacun d'entre eux retrouve toute sa dignité d'homme. C'est dans cet environnement apaisé que la Côte d'Ivoire pourra choisir les représentants de sa relève générationnelle. C'est une loi biologique, c'est une loi de l'histoire, c'est une loi de la démocratie. Toute l'Afrique, dans les 15 prochaines années, ne sera plus dirigée par la génération des héritiers ou des successeurs de la génération du président Houphouët-Boigny. La loi de l'histoire veut que la génération incarnée par les présidents Biya, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, que cette génération se prépare à se retirer avec tous les honneurs. La plus grande chose qu'elle puisse faire pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, c'est de transmettre le pouvoir dans les conditions les plus consensuelles, les plus rassemblantes possibles. Chers amis, il y a une quatrième condition pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Et c'est par cette condition que je voudrais conclure ma conférence. Il ne faut pas que les Ivoiriens, les citoyens en général, de Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs d'Afrique, renoncent à leur liberté. Ne renonçons à aucune de nos libertés fondamentales. Lorsqu'on harcèle le député Alain Lobognon, comme on l'a fait aujourd'hui, lorsqu'on harcèle le député Ewo, comme on l'a fait aujourd'hui, c'est parce qu'ils exercent leur liberté. Aucune dictature au monde ne pourrait poursuivre ce type de harcèlement si l'écrasante majorité des citoyens s'efforce de faire usage de leur liberté fondamentale. La première de ces libertés, c'est de s'exprimer. Monsieur Adou Richard ne pourra pas remplir toutes les prisons d'Abidjan de tous ceux qui ont dit un mot qui ne lui plaît pas. Il n'y a pas de place pour nous tous dans les prisons d'Abidjan. Citoyens, exprimez-vous. On ne vous emprisonnera pas tous et bientôt cessera l'ère de l'emprisonnement pour délit d'opinion. Ne pas abandonner les libertés. Ne pas abandonner les libertés, c'est aussi choisir librement, de prendre les bonnes décisions pour donner à la Côte d'Ivoire la chance de son renouvellement démocratique, dans la paix, dans l'entente, dans la justice, dans la transparence, dans l'égalité, dans l'équité. Chers amis, je vous avais annoncé le programme. J'espère avoir à présent réalisé les 4 parties de ce programme. 1. La sagesse proverbiale par laquelle j'ai commencé et qui dit que c'est le serpent caché qui grandit assez pour devenir fort. Ko sa doroni, ko lebe koro. La sagesse qui dit que si un vieillard monte sur une calebasse et la casse, on se moquera de lui. Mais s'il monte sur une calebasse et ne la casse pas, on se moquera encore de lui. Cela lui fera 2 hontes. Ni chogoroba, na yelela fieka, ko abeke baraide. Ni fiechira, abeke maloya koe. Ni fie machi, abeke maloya koe. Maloya ba flabera. Et je conclurai par le 3e proverbe de mon leader générationnel, Guillaume Kibafori Soro, qui dit que tout le monde ne peut pas être vieillard. Okoson, morobe, te chokorobae. Morobe, te chokorobae. Chers amis, vive l'Afrique démocratique, vive la génération montante, vive l'état de droit en Côte d'Ivoire. La lutte continue pour un monde commun meilleur. Bon courage à chacun d'entre vous et bonne année.
je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté de partager cette conversation. Merci à vous, dans toutes les villes et campagnes de Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, l'Europe, la France, la Grande-Bretagne, l'Amérique, l'Asie. Merci. Nous sommes en 2019. La grande marche a commencé. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Merci.